votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur vos intentions et voulus être de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non, que j'y crois au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ça n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet habit profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence, que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence. Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est à bien prier, exact dernier point. Mais elle bat ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins, à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet habit profitable, et pour l'attribuer comme mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Ah, quoi qu'en reprenant, on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien par ce qu'elle a d'aigreur, pardon, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous, qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire, entre nous, ce que nous entendrons, vous de moi,
Moi de vous. Ah, madame, de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver forte à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti quand, de nos jeunes ans, l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Mais ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous l'on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour 100 ans prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cessamment vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas. Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine, et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix, aujourd'hui, l'on peut les engager? Pensez-vous faire croire à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe. Et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui, chez elles pourtant, ne fixent point d'amant. Et de là, nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire. Et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de regarder les gens toujours de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense que l'on pourrait faire comme les autres. Ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, forcez-vous de plaire et... Brisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais déjà pris le congé qu'il faut prendre, si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame, et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. J'ai eu lieu de me louer dans la première nuit de nos noces. Ah, morbleu! Ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Hein. Quoi? Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fies bien heureuse de te trouver. Qu'appelles-tu à bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Et ça, c'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir,
ne fait que jouer, que boire. Mais ça, c'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Eh bien, mets-les à terre. Qui me demande à tuteur du pain? Donne-leur le fouet. Et quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous la maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma femme, ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous allez me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes vœux. Mais je vais vous battre. Sac à vin? Je vous rosserai. Infâme! Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bondargueux, pélitre, fripon, marron, Voilà le vrai moyen, le seul moyen de vous apaiser. Oh là, puis garde ceci, c'est la famille. Baisse-toi le coquin de battre ainsi sa femme. Aïe! et je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cette impertinente qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à le voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non, Mêlez-vous de vos affaires. je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes une sotte de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Fort bien. Mais je la veux battre si je le veux. Elle ne la veut pas battre si je le veux pas. Fort bien, oui. Eh, c'est ma femme, c'est pas la vôtre. Sans doute. Voilà. Ouais, vous n'avez pas à me commander. D'accord. Et je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes une impertinente de vous ingérer comme ça des affaires des autres. Apprenez que Cicéron a dit que entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Ah ça, faisons la paix, nous deux, tous. Oui, après m'avoir ainsi battu. Mais bah, ce n'est rien, allez, touche. Je ne veux pas. Hey, non. ma petite femme. Point. Allez, allons, touche. Je ne ferai rien. Viens. Non, je vais être en colère. Ah, mais, Five, c'est une bagatelle. Allez, touche. Non, laisse-moi là. Oui, allez. Tu m'as trop maltraité. Je te demande pardon. Hein? Allez, mets ta main là. Je te pardonne, mais tu le payeras. Ah oui. Que des lettres. Ah bon! En voici un fort à propos! Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant. Ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Il a pris querelle contre quelqu'un, Seigneur? Tu veux te mêler de raisonner et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir, Seigneur! C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on est fort irrité! Toto caelo, tota via, peras. Je pèse les mains, monsieur le docteur. Serviteur, Peut-on... sais-tu bien ce que tu as fait?
Un syllogisme in balordo. Je vous... La majeure en est inepte, la mineure impertinente et la conclusion... ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis, et je soutiendrai cette proposition jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Oui, je défendrai cette proposition pugnis et calcibus, onguibus et rostro. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Oh, Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui, et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout, et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte, en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Quoi donc? N'est-il pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel, que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme, d'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure est la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler. Et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Oh, je pensais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela. Oh, je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix, j'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent fiefé. De grâce, remettez-vous. Ignorant. Eh mon Dieu, je... Oh, me vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort, je... Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai, je... En termes express. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot, un impudent à vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Mais je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite, elle me plaît beaucoup, et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé, mais je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Et quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur vacum in rerum natura et que je ne suis qu'une bête. La peste soit de l'homme. Eh, monsieur le docteur, laissez un peu parler les gens. On vous parle une heure durant et vous n'écoutez point ce que Ouais, vous je vous demande pardon, une juste colère m'occupe l'esprit. Eh, laissez tout cela et prenez la peine de m'écouter. Soit, que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Ah, et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai point prendre celle de mon voisin. Je vous dis, de quel idiome? De quel langage? Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. En espagnol? Non. Anglais? Non. Allemand? Non. Latin? Non. Oh, grec? Non. Hébreu? Non. Turc? Non. Syriaque? Non. Arabe? Non, non, français. Oh, français. Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la maternelle. Il faut bien les cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie, sans doute? Oh, pardonnez-moi, je... Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Point du tout, je... Si la logique est un art ou une science. Ce n'est pas cela. Si elle a pour objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement. Non, je... S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une. Point, je... Si la conclusion
et de l'essence du syllogisme. Nenni, Si l'essence du bien est mise dans l'appétibilité ou dans la convenance. Non, Si le bien se réciproque avec la fin. Et non, Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel. Non, 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 de par tous les diables, non! Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. Je veux la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. L'affaire que j'ai à vous dire, c'est que je veux me marier. Et tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses, de même nos paroles sont-elles les portraits de nos pensées. Me marier avec une femme qui est jeune et Mais ces belle. portraits diffèrent des autres portraits en ce que les autres portraits sont distingués partout de leurs origines. Je l'aime fort. Et que la parole enferme Demandez à son son père. original, puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un Mais signe comme extérieur. j'appréhende. D'où vient que ceux Comme qui j'appréhende. pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole qui est le plus intelligible de tous les signes. Peste de l'homme. Oui, la parole est animine d'ex et speculum. C'est le truchement du cœur. C'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la facilité de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous nous serviez de la parole pour me faire entendre votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Oh, je vous écoute parler. Je dis donc, monsieur le docteur, que... Mais surtout, soyez bref. Oh, je le saurai. Évitez la prolixité. Mais monsieur, je... Tranchez-moi votre discours de l'apophthegme à la laconienne. Et je... Point d'embâche de circonlocution. Et quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer? Allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faut dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai en toute rencontre, et par raison démonstrative et convaincante, que vous n'êtes et ne serez jamais une pécore, et que je suis, et serai toujours, in utroque jure, le docteur Pancrace. Quel diable de babillard! Homme de lettres, homme d'érudition, Encore! homme de suffisance, homme de capacité, homme consommé dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques, homme savant, savantissime, per omnes modos et casus, homme qui possède superlatives et fables, mythologies et histoires, grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique, mathématiques, arithmétique, optique, onirocritique, physique et métaphysique, cosmimométrie, géométrie, architecture spéculoire et spéculatoire, médecine, astronomie, astrologie, cosmimométrie, géomancie, chiromancie, etc., etc. Au diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. Vous l'avez bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé, plus raisonnable. Oh là! Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle? Oh, Seigneur Docteur, j'aurais besoin de votre conseil pour une petite affaire dont il s'agit et je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien. Il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble... Oui, Parbleu, il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est...
Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous sembler, sans que la chose soit véritable. Comment il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là. Il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Et que diable, vous vous moquez? Me voilà et vous voilà bien nettement, et il n'y a point de « me semble » à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Voici une autre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ou ferais-je mal? Par aventure. De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut-être. Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Mais qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Mais que feriez-vous si vous étiez en ma place? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. J'enrage! Je m'en lave les mains. Au diable soit le vieux rêveur! Il en sera ce qui pourra. La peste du bourreau! Je te ferai changer de note, il y a le philosophe enragé! Ah! Te voilà payé de ton galimatia, et me voilà content! Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte? Avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi? Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toutes choses. Ne voulez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Ah, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. Mais j'en ai les marques sur ma personne. Il se peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas d'impossibilité. J'aurai un décret contre toi. Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice. Il en sera ce qui pourra. Laisse-moi faire. Comment? On ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là. Et l'on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que je suis. À l'assassin! Au meurtrier, juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Où courir? Où ne point courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh! C'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. L'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux aller faire quérir la justice et donner la leçon à tout le monde, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Eh, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai soumettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas. Mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas, je puis fermer mes yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vous, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Oh, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fouillant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame, et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes voeux. Oh, je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite, et pour non point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir, je dirais que Henriette, à l'hymen est rebelle, et sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Et madame, à quoi moi pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de passant, cessez
de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait content du détour, danser adroitement aviser votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on peut bien se résoudre à souffrir son hommage. Pour vous que ces transports par l'honneur éclairé n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... Ah, adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... Laissez, je rougis maintenant. Et ma pudeur se fait un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime, et sage. Non, non, je ne veux rien entendre avantage. Diantre soit de la foile avec ses visions. As-tu rien vu d'égal à l'hôtel prévention? Allons commettre un autre soin que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. Oui. Si pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot, il est besoin qu'on pèse. Oh, je brûle de les voir. Et lançons-nous chez nous. C'est son charme pour moi que ceux qui passent de vous. S'aimer une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de ces pressants désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, au lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation peut lui servir de mère. Oh, qu'il a d'esprit. Voilà, pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien, j'avoue dire ensuite, un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer. Et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre et je n'ai nul envie. Ah, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. Ah! Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute ignorante, ne vois pas toutes les causes et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçue, madame, étant par terre. Le lourdeau? Bien lui prend de n'être pas de verre. Ah, de l'esprit partout. Donnons vite audience. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de choses. Et je pense qu'ici je ne ferai pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de salatique, assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. J'ai donc. Je sens dès mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Ah, laissez-le donc lire. Sonnez à la princesse sur Annie sur sa fière. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, tout doux, laissez-moi de grâce respirer. Il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Ah,
Prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. Superbement, moi j'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, où cette ingrate, insolemment, attaque votre belle vie. Oh, laisse-moi respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert jusqu'au fond de l'âme. Coulez je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement, il a joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus... pardon. Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux. Oh, je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Oh, oh. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Oh, il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensiez-vous alors y mettre autant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercé, je vous prie. Oh, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. Où cette ingrate insolemment. Cette ingrate de fièvre attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On se meurt de plaisir. De mille façons, vous vous sentez saisi. Si vous la conduisez au bain, sans le marchander davantage, noyez-la de vos propres mains, là, de vos propres mains, noyez-la dans mes pains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout qu'on s'y promène, avec ravissement. On n'y serait marché que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Le sonnet, donc, vous semble... admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Chacun fait ici la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent madame. Point, je n'écoute pas. Voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À 100 beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour. Si chèrement m'a vendu son lien.
qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où Tandor se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays, et fait pompeusement triompher Malaïs. Ah, Malaïs! Voilà de l'érudition! Oh, l'enveloppe est jolie et vaut 1 million! Et quand tu vois ce beau carrosse, où Tandor se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays, s'est fait pompeusement triompher Malaïs, ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de Marante. Oh, celui-là ne s'attend point du tout! Il n'y a que lui qui puisse écrire de ce goût! Dis plus qu'il est amarant, dis plutôt qu'il est de Marante. Voilà qui se décline. Marante, de Marante, à Marante. Tyranniser les conversations d'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, qui des premiers menus, saisissant les oreilles, en fait le plus souvent les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment, qui par un dogme express défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus se règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour et le bon choix des mots. On doit partout chez vous, lithos et le pathos. Nous avons vu de vous des écloques d'un style qui passe pour tous à traiter au Crite et Virgile. Vous aurez l'air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Oh, est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Ne t'en rien d'égal au sonnet que vous faites. Rien qui sont plus charmants que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tout en intrigant. Aux balades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrines, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, si la France... Et... Vous verrez le pli que vous dressez. Mais c'est la tue. Oh non. C'est une balade. Et je veux que tout... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non. Mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Ah, pourtant, beaucoup de gens le trouvent admirable. À cela n'empêche, nous sommes misérables. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. C'est que là-dessus, je n'en suis point du tout. Et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Oui, bon. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle ne reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous jetez sottement vos qualités aux autres. Or, impertinemment, vous me jetez et votre. Allez, petit Grimaud, barbouilleur de papier. Allez, riveur de balles, au propre du métier. Allez, friquet d'écrit, impudent plagiaire. Allez, cuistre, va restituer tout tes honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire mon d'honorable Parnasse d'avoir fait à tes vers estropiés, Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire, à l'hôpital réduit. La gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère, parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers ne te laisse en paix. Et là tu vois partout un grand but à ses traits.
C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire et ses coups contre moi, redoublant en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en fer, bronze, grec et latin. Eh bien, nous verrons seul à seul chez Morvan. Approchez cette table. Et mettez-vous dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. On me dit qu'en ce lieu, vous vouliez me parler? Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout, de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée, mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici avec vous, seule, enfermée, et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes encouru que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque, si faiblement, on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur, notre bouche s'oppose et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu et sur notre pudeur me ménager bien peu, mais puisque la parole en est enfin lâchée, à retenir Damis me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout, enfin partager du moins un cœur que l'on veut tout. Ah, c'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Oh, leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est mon extrémitude, et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots, un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne contenterai pas de propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse
tout d'abord épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, et cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours, on peine à s'assurer. On redoute un bien que l'on peut espérer, et on y croirait que si l'on a la vérité. Oh, pour moi, qui croirait jamais, qui croit si peu mériter vos bontés. Je ne crois jamais. Et je doute vraiment du succès de mes témérités. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Oh. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit. Et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. C'est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du trouble que pour vous, vous voyez qu'ont les gens? Mais si d'un œil pénin vous voyez mes hommages, pourquoi me refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à Meuvort on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des incommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre le lien de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. Tout ce secret, madame, on saura vous instruire. Vous n'aurez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Tout c'est fort, madame. Ah oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? Oh, c'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien ici que tous les jus du monde ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'il fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. Oui, madame, la faute assurément ne doit pas être à moi. Et la chose de soi. Non mais ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Ah, mais qu'est-il besoin du soin pour lui que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Ah, il n'importe, sortez un moment, je vous prie, et partout là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Ah, j'en suis tout retourné. Je n'en puis revenir, tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt?
Mais vous vous moquez des gens, rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout, hein, pour voir les choses sûres et ne vous fiez point à de simples conjectures. Et voilà.